Oui, je le crois, mais il y a beaucoup de personnes qui ne le croient pas. Et la raison pour laquelle ils ne le croient pas, c'est qu'à l'intérieur de nos frontières nationales, on a une grande volonté, une certaine sympathie pour tous nos concitoyens. Mais une fois que les frontières sont ouvertes, une fois qu'il y a un flux de réfugiés et immigrants qui sont en train d'entrer dans notre société, une fois que les frontières ne régulent plus le passage de personnes, de biens et de services et des capitaux, la volonté d'avoir une certaine sympathie pour tous les gens qui vivent chez nous, il paraît, ou les gens imaginent que cette sympathie disparaît. Donc, première raison pour laquelle les gens sont très sceptiques sur la possibilité d'avoir à la fois démocratie et mondialisation. Deuxième raison, c'est qu'on imagine que dans une situation de mondialisation, que les États nationaux vont perdre leur capacité de réguler la vie. Or, en fait, si on veut regarder de très près ces deux questions, ces deux formes d'interrogation, je crois qu'on a une expérience qui existe déjà. C'est l'expérience de la première mondialisation, c'est-à-dire la mondialisation entre les années 1870 et la Première Guerre mondiale. Or, c'est une période où les frontières étaient essentiellement ouvertes. Et c'est une période de très grande poussée démocratique. C'est dans cette période que le suffrage, au moins suffrage masculin, a eu une très grande expansion dans tous les pays avancés. C'est la période où on voit le commencement de l'État-providence. Donc, cette expansion de la démocratie dans cette période, je crois, montre plutôt bien une compatibilité possible entre démocratie libérale et mondialisation. La question est, que faut-il faire aujourd'hui pour, en fait, rétablir une possibilité de compatibilité? Je dirais que qu'est-ce qui a rendu possible cette compatibilité entre démocratie libérale et mondialisation, c'était en fait des avancées de l'État-providence. Et les avancées de l'État-providence, je ne crois pas que c'était de bonté de cœur que les élites dirigeantes avaient accepté ces avancées de l'État-providence. C'était en fait qu'ils comprenaient très bien que pour procéder à l'ouverture des frontières, il fallait accepter des réformes démocratiques, sociaux et économiques. Donc il y avait un certain équilibre entre des avancées démocratiques et en même temps les ouvertures de frontières. Or, toutes les différences, cette fois-ci, avec notre mondialisation aujourd'hui, c'est qu'on a eu des avancées dans l'ouverture des frontières, mais on n'a pas accompagné tout ce mouvement des réformes ou économiques ou sociales. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on a une telle colère contre l'idée même d'ouvrir les frontières, une telle colère contre les élites. Mais je crois qu'on a vu une autre possibilité. Il faut explorer les moyens de rétablir ces avancées à la fois internationales et ces avancées à l'intérieur de notre propre société. Des mesures protectionnistes qui ont été utilisées par le président Trump, c'est un reflet d'une idée très erronée de l'économie. Par exemple, les tarifs sur l'acier et l'aluminium, il y a 400 000 ouvriers dans le secteur acier-aluminium. Il y a des millions de travailleurs qui travaillent dans les secteurs où on utilise l'acier et l'aluminium. On a estimé aux États-Unis que pour chaque emploi qu'on peut gagner avec des tarifs sur l'acier et l'aluminium,
qu'on va en perdre 16 emplois dans d'autres secteurs. Or, c'est un raisonnement extrêmement primitif, si on peut dire, sur ce qu'on peut accomplir avec des tarifs. Donc, est-ce que le président Trump avait décidé d'utiliser des tarifs parce que nous sommes une société en déclin? En fait, je ne crois pas. Je ne crois pas que l'économie américaine est en déclin malgré les tarifs. Malgré tout, en fait, on est à un niveau de chômage qui est très bas, vers moins de 4% des gens qui veulent travailler. L'économie américaine, pour l'instant, marche plutôt bien. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui marchent également bien? La Chine marchait plutôt bien aussi. Donc, nous sommes dans un monde où nous ne sommes pas dominants, mais nous sommes encore dans une situation qui nous permet à la fois de faire travailler presque tout le monde. Le vrai problème chez nous, c'est que la division des profits dans notre société, en fait, est extrêmement mal équilibrée. Presque tous les résultats de la productivité, de nos gains de productivité, sont allés à l'1% des gens qui travaillent dans l'économie. Or, depuis 30 ans, le travailleur moyen, l'Américain moyen, n'a pas du tout reçu des gains de salaire qui correspondent à des gains de productivité de l'économie.